Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue dans ce 10h Média. Aujourd'hui on vous emmène très loin et à la fois tout près. On va vous emmener très loin avec Oui, mais on va vous emmener très loin avec la gagnante de Koh-Lanta. Ah oui, alors voilà, oui. c'était Gaëlle qui sera avec nous à 10h30. Mais on va vous parler de la Nationale 7. Stanislas Kralan, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et ce soir sur France 3 et sur France.tv à 21h en route quand la Nationale 7 révolutionna la gastronomie française. C'est un doc, on vous le disait, qui est juste avant l'émission, qui nous fait voyager dans le temps, qui raconte cette Nationale 7 et c'est vrai que vous le dites dans le documentaire au début, ça évoque quelque chose pour tout le monde, la Nationale 7. C'est quand on dit, enfin tout le monde, on va dire les plus de 20 ans, les plus de 30 ans peut-être, mais Nationale 7, ça résonne en nous. C'est une route mythique, c'est l'équivalent pour la France de la route 66 aux États-Unis. Beaucoup l'ont oublié aujourd'hui, beaucoup s'en souviennent aussi. La Nationale 7, c'était la route des vacances, celle des grandes migrations, parce que c'est transhumance du nord vers le sud du pays. De Saint-Paul à... de Paris jusqu'à Saint-Paul-de-Vence, donc qui va de Paris jusqu'à Menton, sur 1000 km, qui traverse une partie de la Bourgogne, la vallée du Rhône, Lyon, Vienne, Valence, Aix-en-Provence, et qui va jusqu'à Nice, après avoir traversé le massif de l'Estérel, donc qui traverse quelque part toute la géographie du pays, tous ces climats aussi, une grande partie de ces climats et de ces régions. Et c'est pas si étonnant qu'en fait elle ait attiré sur ses bords tous ces chefs qui ont vu arriver cette nouvelle clientèle d'automobilistes à partir de l'entre-deux-guerres. Chabran, Trois-Gros, Pic, Bocuse évidemment, à qui vous consacrez une très grande partie du doc. Tous ces restaurants qui sont devenus des références et la fierté de la gastronomie française. C'est des noms qu'on connaît tous, Pic, Trois-Gros, Bocuse, dans une moindre mesure peut-être la Mère Brasier, Fernand Point. Mais ces noms-là, en fait, quand on regarde quel est le dénominateur commun, c'est la présence de cette route. Et c'était ça le point de départ du film. On s'est demandé qu'est-ce qui explique le fait qu'ils soient tous là, tous sur cet axe. Et donc on raconte Michelin. Enfin, on va y revenir avec vous dans un instant. Qui dit route dit carte routière. Bravo. Et c'est très émouvant de voir les archives de Michelin. On va en reparler dans un instant avec vous. Bagnoles, comme dirait notre président. Il y a des belles bagnoles. Il y a des belles bagnoles. Gilles Le Zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Dans tous les médias, il y a un seul mot qui est, Valérie ? Conclave ? Non, canicule. Conclave, c'est fini. C'est mort, le coup. Iran, guerre... Non, canicule, je vous l'ai dit. Canicule, d'accord. Oui, canicule. Vous n'avez pas vu ? Vous ne savez pas que ça va faire 35-40 ? Non, j'ai entendu orage. C'est parce qu'ici, vous avez demandé la clim. Voilà, orage. Orage. Et oui, comme disait Eric Chardin, l'été sera chaud dans nos t-shirts et nos maillots. Vous voyez, j'ai des lettres. Oui. De la culture aussi. Direction Libourne. Alors évidemment, j'ai fait des villes du Sud par rapport à Nationale 7. Libourne ou la ville, vous allez voir, s'est adapté depuis quelques temps à la chaleur. C'était hier dans le 20h de France 2. Il y a 2 ans, il n'y avait quasiment aucun arbre ici. Aujourd'hui, cette place du centre de Libourne en compte une centaine. Avec la canicule qui se profile, cette fraîcheur est recherchée par les habitants. Il y avait beaucoup de béton. Ils ont changé un petit peu la donne et ça fait du bien. Bien sûr, ça rafraîchit. Les grosses chaleurs arrivent, mais en effet, alors il manque quelques arbres quand même malgré tout à l'ombre. Mais donc on l'apprécie. Ce restaurateur lui aussi voit la différence. Sa clientèle profite. Ici avant, c'était là où nous sommes actuellement. Là, c'était un parking. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que des voitures, pas de terrasse. Voilà ce que mon établissement a gagné. Végétalisation, suppression de routes, mais aussi construction de fontaines. Donc c'est vraiment agréable, surtout pour les enfants. C'est les sujets qui m'ennuient le plus dans les JT, je dois dire. Vous savez, c'est toujours le compliment, le mot qui fait plaisir. La petite faveur faveur le matin. Alors, là, je ne sais pas si ça vous plaît, parce que je suis resté sur la canicule, qui est quand même l'événement du jour. Alors, il y a des métiers plus ou moins durs, comme au moment de la canicule, les ouvriers du bâtiment, en cuisine, évidemment. Mais il y a aussi les mascottes.
Vous savez, dans les parcs d'attractions. Et hier, Gulli a suivi une parade où ça a commencé à paniquer car les figurants avec la canicule échauffaient. Alors ce son n'est pas pour vous, hein, il est pour notre réalisateur qui adore les parcs. Vincent reçoit un appel inquiétant. Les comédiens dans les costumes d'ourson ne tiennent plus. Dis-leur de ralentir, je vais les voir derrière. On sort. Rapidement, il les exfiltre hors de la vue du public. Ah putain, sur nous. Attends un petit peu pour enlever la tête. Tiens, vous venez avec moi, dans la main. Vous êtes des bons nounours, c'est bien, bravo. Mettez-vous là, je vais vous ramener de l'eau. La chaleur sous la fourrure était devenue insupportable. C'était chaud, très chaud. Dès qu'il y avait des enfants qui étaient tout contents de nous faire coucou, de nous faire des bisous et tout, ça remotivait. Mais quand il y avait un peu moins de spectateurs par endroit, c'était un peu dur. Alors en moyenne, il peut faire jusqu'à 54 degrés sous les costumes. Vous inquiétez pas, vous aurez Delphine Ernotte demain dans le zapping, vous n'aurez pas que des sujets canicules. Alors dans votre reportage, on voit tout au long de la Nationale 7 le combat entre la cuisine traditionnelle et les grands restaurants. Et ben dans Top Chef, ce candidat, alors je sais pas si ça vous plaît, on va dire, il a remplacé le bœuf bourguignon par de la Saint-Jacques, ça devient un Saint-Jacques bourguignon. Donc vu que la Saint-Jacques a des fibres un peu comme le morceau de bœuf, très filandreuse, mon trompe-palais, moi, ça va être très simple. Bœuf bourguignon de Saint-Jacques. Franchement, c'est inattendu, j'aurais pas pensé à ça, cette histoire de Saint-Jacques. Je vois pas ce que ça donne, franchement. Alors pour donner l'illusion de mon bœuf bourguignon, je veux vraiment le dresser comme la grosse potée de bourguignon. En gros, je vais faire cuire des Saint-Jacques au four, archi séché. Je vais venir les réhydrater dans le vin rouge. C'est la texture qui est toujours le plus compliqué, donc c'est là que tu as peut-être bien joué. Et après, je vais faire toute la garniture très très colorée. Les champignons, les carottes, les oignons, pour avoir le maximum de sucre. Le côté vraiment très torréfié qu'on retrouve dans la bidoche. Un peu de lard avec ou pas? Non, je fais les champignons fumés, très très cuits au beurre, pour amener un peu le côté bidoche des lardons fumés. Et vous avez fait un peu la grimace, hein, vous qui vous êtes intéressé à la gastronomie. Les Saint-Jacques bourguignons, c'est... Alors, je suis pas encore complètement convaincu par la recette. Par contre, je demande à goûter. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Allez voir le replay de Top Chef. Alors, peut-être vous le savez pas, Stanislas, à un moment, a fait scandale. Parce que Stanislas Kralan, qui est notre invité, a fait une expérience où il a tenté d'être vegan, a testé de vegan, et vous avez déclaré, et là ça a fait un peu un scandale, que ça avait mis votre santé en danger, que ça avait votre pire souvenir. Et donc je voulais savoir si à l'occasion de ce dog, vous aviez remangé de la viande. Alors j'ai bien entendu remanger de la viande. En fait, je remange de la viande depuis longtemps. Mais s'il y a quand même une cohérence dans tout ça, c'est que alors j'ai jamais vraiment réussi à être vegan, même végétarien. J'ai trouvé ça très très difficile. Je l'ai sans doute très mal fait. C'était un certain temps. Il n'y avait pas autant d'offres qu'aujourd'hui, d'alternatives, etc. En revanche, cette expérience-là, elle m'a quand même mis sur la piste du bon produit, notamment du bon produit en termes de viande et du bon produit animal en général. Et ça, c'est ce que on retrouve dans cette histoire-là de la Nationale 7, c'est-à-dire des produits locaux de bonne qualité. Et c'est ces produits-là, en fait, qui viennent donner un souffle nouveau à la gastronomie française, qui au début du XXe siècle est en fait une gastronomie qui est un peu morte, qui est standardisée, qui vont faire la même à Paris, Nice, New York, Londres. C'est les mêmes produits partout, avec de la tomate dans les sauces en toute saison. Enfin, c'est en fait une aberration. Et c'est la cuisine locale, celle des Français, la cuisine des régions, qui va venir rafraîchir la cuisine française et la définir pour des générations jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous avez vraiment détraqué à ce point-là? Moi, j'étais très mal. Je pense qu'on peut tout à fait être végétarien ou végétalien. Par contre, c'est un petit challenge de le faire bien. C'est un challenge à la fois alimentaire, c'est un challenge social aussi. Moi, très clairement, je n'ai pas réussi cette mission. Voilà. Voilà. Mais on va voir d'ailleurs dans le doc, on voit l'évolution de la cuisine, on voit comment les chefs qui étaient, c'est dit dans le doc, des grouillots au début sont devenus des stars. Et puis l'arrivée des restos-routes qui va aussi bouleverser un certain nombre de principes gastronomiques. Voici une gourmandise qui va faire plaisir à notre Daniel Herrero national, qui va pouvoir allier deux de ses passions, la bonne bouffe et le rugby
évidemment. Alors, on n'est pas très loin de la Nationale 7, nous sommes à Souillac. Et là, un petit malin... Un petit peu quand même, hein. Vous n'avez pas de notion. Il va falloir sortir... un peu quand même. C'est pas tout près. C'est pas tout près. Il va falloir sortir votre carte. Il va falloir sortir votre 4 Michelin. Non, c'est pas vrai, John ne l'a pas dit. Je cherche une excuse. Nous sommes à Souillac, très loin de la Nationale 7. Un petit malin a inventé un saucisson en forme de ballon de rugby. Allez voir, tapez Souillac ballon de rugby, saucisson. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Reportage. Ça, c'est le premier saucisson en forme de ballon de rugby. Il s'appelle le 15. Il est fabriqué ici par nos soins, dans le Lot, à Souillac, à base de produits régionaux et locaux. Donc là, on est sur un saucisson, voilà, en forme de ballon de rugby en 3 dimensions, voilà, qui ressemble vraiment à un ballon de rugby. Et alors pourquoi un saucisson en forme de ballon de rugby? Et pourquoi pas, tiens. Dans tout métier, il y a un moment où il faut faire parler sa créativité aussi. Il faut faire parler son âme d'enfant. Et du coup, tu fais du rugby, toi? Et non, malheureusement, j'ai jamais. La dernière fois que j'ai joué au rugby, j'ai fini à l'hôpital avec un trauma crânien, j'avais 17 ans. Donc non, moi je fais du hand. Ça peut ressembler à une fève de cacao aussi. Ouais, vous avez été voir sur le web. C'est mignon quand même, ça donne envie, non? Oui, bah c'est un saucisson. Effectivement, en forme avec une jolie étiquette qui rappelle en blanc et rouge le ballon de rugby. C'est une bonne idée, donc à Souillac. À noter d'ailleurs ce samedi sur Sud Radio, on vous fera vivre la finale du Top 14. C'est l'événement en direct de Sud Radio ce samedi dès 19h. Et mon petit doigt me dit, qui est toujours très bien informé, qu'il va avoir plein de surprises durant ce direct. Donc écoutez dès 19h. Enfin, écoutez tout le temps Sud Radio, la radio du rugby. Voilà. Le Stade de France n'a jamais vu autant de records avec le concert de Beyoncé qui a joué à guichet fermé, enfin surtout à guichet rempli. C'est la star la plus rentable qu'on ait eu au Stade de France, qui est même devant notre Jojo national. Je parle de Johnny Hallyday, en générant 39,7 millions. Je vous aimais pas quand je dis 39,7 millions de dollars, avec plus de 215 000 billets vendus. Incroyable. Ah ben on écoute Beyoncé, un extrait du live. Voilà, c'était 30 secondes gratuites de Beyoncé sur ce Si vous n'étiez pas au concert, vous avez loupé votre vie, parce que je vois que la terre entière y était. Vous y étiez? J'y étais pas, malheureusement, mais j'ai suivi ça par des réseaux et je regrette. Voilà, il y avait un sujet de quotidien formidable qui allait un petit peu partout pour demander combien vous avez payé votre billet. Et donc ça allait des gens qui avaient payé 500 €, à des gens qui avaient eu la petite combine pour payer 180, à des gens qui avaient payé presque 800 €. Et puis il y avait beaucoup d'Américains qui sont venus parce qu'ils la suivent et qu'ils aiment bien voir plusieurs concerts. Et beaucoup d'Anglais, en tout cas, un carton plein pour Beyoncé. Alors Stéphane, notre troisième animateur, qui est un auditeur fidèle qui sait énormément de choses, il nous dit les grignottes sont déjà en forme de ballon de rugby. Alors, je ne connaissais pas les grignottes. Ça doit être une spécialité. Oui, je ne sais pas. Oui, je vais regarder grignottes pendant la pub. Et dans un instant, on va parler gastronomie nationale 7, pardon. Peut-être 7 aussi. Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française, c'est un doc à voir ce soir sur France 3. Absolument des images d'archives incroyables. Et on est avec vous, Stanislas Kralan, pour en parler. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stanislas Kralan. Et oui, c'est ça, absolument, parce que je vois, vous m'avez collé les deux noms ensemble, pardon. Stanislas Kralan, oui, vous êtes réalisateur, et ce soir, on va pouvoir, on vous conseille de regarder ce doc formidable qui vous raconte l'histoire de la Nationale 7, mais surtout la façon dont la Nationale 7 a révolutionné la gastronomie française. C'est un doc qui est raconté par Juliette Armanet. Donc, Pourquoi ce choix de Juliette Armanet ? Juliette, elle a une sensualité quand elle parle, quand elle dit les choses. Elle a une gourmandise qui fait que ça a été une évidence tout de suite pour moi quand j'écrivais le commentaire du film pendant le montage.
je me disais que déjà il faudrait absolument que ce soit une voix féminine, et c'est celle de Juliette qui s'est imposée dans mon esprit. Oui, parce que je la connais. En fait, Juliette était réalisatrice de documentaires avant, et on a travaillé ensemble il y a presque une vingtaine d'années maintenant, et donc elle m'a fait l'honneur d'accepter immédiatement. Donc c'est pas lié à son dernier rôle, ou dans son dernier rôle elle tient un resto-route. Alors et donc pour tout vous dire, John, notre réalisateur, m'a dit mais peut-être elle a été choisie à cause de ce rôle-là où elle est patronne d'un resto-route dans son dernier film. Alors non, le commentaire a été enregistré fin 2023, donc bien avant. C'est un hasard total, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Amélie Bonin fait ce film et qu'elle écrit le personnage de Juliette Armanet, elle en fait une chef, parce que aujourd'hui être chef, c'est un moyen d'ascension sociale. Absolument. Ce qui n'était pas du tout le cas au début du XXe siècle. C'est vraiment c'est l'équivalent des ouvriers, quoi, des ouvriers, voire même des mineurs en fait, les chefs. Et le film raconte aussi ça. Il raconte cette émancipation des chefs qui deviennent des icônes et des évidences dans notre société, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, ce qu'ils racontent tous, ce que racontait Bernard Loiseau, ce que racontaient, ils étaient même des chefs plus jeunes aujourd'hui à qui on disait tu regardes, tu finiras comme lui si tu travailles pas. Aujourd'hui, sont pour beaucoup des stars. C'est donc l'histoire de la Nationale 7, mais c'est aussi l'histoire de la gastronomie, de l'évolution de la gastronomie, on le disait. Et puis il y a l'importance du Michelin dans cette histoire, avec la voiture qui évidemment prend son essor, et ce guide qui est offert en fait quand on achète une voiture, quand on achetait une voiture. Alors à l'origine, à partir de 1900, oui, sa création, il est offert. Il n'y a que 3000 voitures à l'époque en France, et en fait il faut donner un coup de boost à l'automobile parce que personne n'y croit vraiment à l'automobile. C'est un truc pour gens riches. Ils vont faire des tours dans le bois de Boulogne, comme le dit très justement Thierry Dubois dans le film. Et donc il sert vraiment à donner l'impulsion à l'automobile pour rassurer les automobilistes en leur disant allez-y, prenez la route, vous allez trouver de l'essence, vous allez trouver un mécanicien, vous allez trouver un stock de pneus Michelin si jamais vous crevez, etc. Et petit à petit, le guide va se muer en guide gastronomique. D'une part parce qu'au bout d'un certain temps après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, le territoire est désormais maillé de garages, etc. Donc sa raison d'être est moindre. Mais parce qu'il y a un engouement pour la cuisine régionale. C'est-à-dire que les Français, c'est la première génération, l'entre-deux-guerres, à partir relativement massivement sur les routes, découvrir les spécialités locales, réelles ou fantasmées d'ailleurs. Certaines sont fantasmées. Mais en tout cas, il y a cette envie, ce désir, cette possibilité qui est unique. Et le guide Michelin, il est hyper important parce qu'en fait il existe en France mais il n'existe pas ailleurs. Donc il vient institutionnaliser, presque légiférer entre guillemets le paysage gastronomique français, et ça c'est ce que vont retenir aussi les étrangers. Le guide Michelin, il existe pour la France. Il est né en France. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui ont inventé le guide Michelin. Ce sont les Français, et Michelin en particulier. Il y a des images d'archives incroyables, il y a un boulot colossal. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a le Club des 100 dont vous parlez. Enfin, on va pas tout révéler, mais c'est vrai que ce Club des 100, il existe toujours aujourd'hui. Il a été créé par un Irlandais, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, je confonds, parce qu'à un moment, il y a un Irlandais. C'était quoi l'histoire? Qui fait un voyage en France, qui raconte à quel point il est frappé par les Français qui font cette pause déjeuner qui dure 2 heures où tout s'arrête, et il comprend pas quoi. La pause déjeuner des Français. Donc c'est un petit clin d'œil culturel, parce que c'est quand même une réalité encore aujourd'hui. Mais non, le Club des 100, il est créé par Louis Forest dans l'idée de partir à la découverte des spécialités locales. Donc on est en 1912, mais aussi de défendre la cuisine française face, en gros, je fais simple, mais aux bouillons cubes et Knorr qui sont un peu teutons, quoi. Et c'est vrai, pardon. Non, je voulais vous proposer, pour que nos auditeurs s'imprègnent de l'ambiance de ce documentaire qui nous a beaucoup plu, je vous propose d'avoir un petit passage où vous parlez de 3 gros. Michel et son fils César sont à la tête d'une des plus grandes tables de France, 3 étoiles au guide Michelin depuis plusieurs décennies. La cuisine, c'est alors Marie, la grand-mère de Michel, qui s'en occupe. Tandis qu'en salle, Jean-Baptiste prend en charge l'accueil et le service du vin aux clients. Ils ont 2 enfants, promis à un grand avenir, Jean et Pierre Troisgros, le père de Michel. Vous voyez, c'était très modeste, mais quand même, il y avait quand même ce point stratégique. La Nationale 7 est juste derrière.
La gare est juste devant. La gare, c'est le PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille. Et le garage Citroën, qui est juste en face. Et c'était, au départ, le sujet. J'arrive de Paris et je laissais ma voiture éventuellement en face pour réviser les niveaux d'huile, voir la pression des pneus. Pendant ce temps, la règle, c'était de déjeuner chez Trois Gros. Et sitôt mon déjeuner fini, ma voiture était prête, je reprenais la route. La vie est belle. Tout est dit. C'est-à-dire que là, donc, on a le garage qui est en face du restaurant, la Nationale 7 derrière, le train devant, parce qu'il y a encore des gens qui prennent le train. C'est l'ancien monde, quelque part, le train, mais il faut quand même être présent. Et voilà. Et les grands-parents de Michel Trois Gros, Jean-Baptiste et Marie, sont bourguignons. Ils sont... archétypique de ces générations de cuisiniers, de restaurateurs qui vont s'installer au bord de la route pour bénéficier de cette nouvelle manne, de cette nouvelle clientèle. La carte de cette époque, vous avez retrouvé le menu ou la carte de cette époque? Oui, c'est des choses assez... que je raconte dans le film, de cervelas, lentilles vertes du puits, le jarret de veau poché, l'omelette au sucre flambé, il y a le saumon à l'oseille de Bocuse. Le clafoutis de potimarron. Alors le saumon à l'oseille, c'est les Trois Gros, mais c'est la génération d'après. C'est une autre histoire, le saumon à l'oseille. Et c'est vrai que ce sont des générations de restaurateurs, que ce soit Chabran, qui est un petit peu moins connu, Pic, Trois Gros, tous ont eu une descendance qui a continué dans une cuisine parfois un peu forcément différente, mais ce sont des sagas familiales. Des dynasties, c'est des dynasties qui se réinventent à chaque génération, et parfois la dynastie se fait pas forcément au sein même de la famille. C'est-à-dire que quelqu'un comme Paul Bocuse, son restaurant est au bord de la Saône, à Lyon, il n'est pas directement sur la Nationale 7. Par contre, Lyon, c'est vraiment la rotule de la Nationale 7. Mais Bocuse est formé par la mère Brasier et par Fernand Point. Les deux grandes figures de la Nationale 7 pendant l'entre-deux-guerres. Donc en fait, lui-même est un pur enfant de la Nationale 7 dans ce qu'elle a réinventé en termes de création culinaire. C'est vrai que, pardon, juste ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça a permis aussi aux Français de découvrir des plats régionaux. Et il y a Jean-Robert Pitt qui est vraiment des personnalités qui connaît peut-être le mieux la cuisine française, qui est géographe, donc il connaît bien les régions, et il explique comment, en fait, avant le XXe siècle, les Français bougeaient très peu. Ce qu'on disait, il n'y avait pas de voiture, le train, c'était une expédition. Et donc, c'est vrai que cette Nationale 7, elle a permis aussi de découvrir une autre cuisine. Oui, en fait, les Français ne connaissent que la cuisine locale. Alors, les Parisiens, les grands bourgeois, les aristocrates connaissent la grande cuisine, mais cette grande cuisine, c'est la même dans tous leurs lieux de villégiature et de résidence. Ils connaissent pas la cuisine des régions. Les Français, le breton, il connaît son king à farce, ses galettes, etc. L'alsacien, sa choucroute, enfin... Oui. Avant 14, il n'est pas vraiment, il n'est pas français. Oui. Le lyonnais, c'est les quenelles. Voilà. Je cherchais le mot, c'est quenelles. Bon, il n'y a pas ce brassage encore, et les Français sont très 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 sédentaires. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce qu'on est vraiment mobile sur tout le territoire extrêmement facilement. Mais ce brassage, c'est ce qui est venu redonner des couleurs à la cuisine du pays et à la création culinaire. C'est-à-dire que sans ça, je pense pas que on ait le même rapport à la cuisine aujourd'hui et que les chefs aient le même statut ni la même réputation. Alors Stanislas, retour en 2025, dans 10 jours ce sont les vacances. Je prends ma tuture, je vais en vacances, je prends la Nationale 7, je m'arrête tout pour manger. Ça dépend de votre budget. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que tous sont devenus des restaurants gastronomiques. Oui, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'était d'où l'intérêt du Michelin, c'était qui permettait de savoir lesquels sortaient du lot. Alors, un budget moyen et un budget élevé. Un budget moyen, je dirais tout de suite chez Michel Chabran. On est à Pont de l'Isère, juste avant Valence. Formidable. Le restaurant et l'hôtel viennent d'être refaits. On y mange divinement bien. On y est accueilli d'une façon merveilleuse. Michel est présent dans le film. Au tout début, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre le film. C'est une personne d'une générosité extraordinaire. Si on a un petit peu plus d'argent, on peut aller à la Pyramide à Vienne, chez Patrick Henry Roux.
Maison mythique qui fait celle de Fernand Point, l'un des plus grands chefs, le plus grand chef de l'entre-deux-guerres. Si on a encore un peu plus de budget, on peut aussi à Lyon s'arrêter chez Bocuse. Une des plus belles étapes qu'on puisse faire sur la Nationale 7 aujourd'hui, et ça vaut le coup de le faire une fois dans sa vie, je pense, c'est d'aller chez Trois Gros à côté de Roanne. Vous avez eu du mal... Chez Trois Gros, vous vous laissez faire. Oui, vous laissez. Ah oui, vous laissez faire. Ouais. Vous pouvez demander le saumon. Vous pouvez commander le saumon à l'oseille, ils le font toujours. Ah mais je mange pas de poisson. Non, Valérie, allez manger une fondue. Allez manger une fondue. Non, mais il y a plein de choses. Effectivement, le mieux est de se laisser faire. Il y a des menus exceptionnels qui sont. Mais c'est comme disait aussi Bernard Loiseau, on casse la tirelire quand on va dans ces restaurants-là. On casse la tirelire. Il y a des gens qui économisent pour aller déjeuner ou dîner, se payer ce repas qui sont des repas inoubliables. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé pendant le tournage, c'est-à-dire qu'on s'attend dans ces grands restaurants triplement étoilés ou doublement étoilés à voir que des gens d'un certain niveau de revenus, etc. Non, pas du tout. En fait, on voit des gens de toutes origines qui effectivement s'offrent ce plaisir-là. Et ça, c'est très français et c'est quelque chose qui naît encore une fois chez nous, où le restaurant d'étape nécessaire, gastronomique, devient une destination. C'est ça aussi la troisième étoile Michelin. Ce n'est pas seulement le restaurant et la destination. C'est la destination, c'est pas une étape où on s'arrête sur la route. Il y a beaucoup d'archives qui concernent cette époque. Ça a été très dur et assez long de dénicher toutes ces archives. Parce que c'est vraiment formidable. On voyage vraiment avec les archives. Oui, et elles sont assez merveilleuses. Alors ce qui est pas toujours évident, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont noir et blanc. C'est pour ça que j'ai voulu aussi redonner vie à certaines de ces recettes. L'artichaut au foie gras de la mère Brasier, la volaille en récif Fernand Point, la soupe VGE, la soupe VGE, et puis le saumon à l'oseille des frères Trois Gros. Je voulais qu'on puisse les voir tels qu'ils devraient être, et pas uniquement en archives, et vraiment redonner vie à ces recettes qui ont marqué leur temps, et pour certaines ont été des révolutions dans l'histoire de la cuisine. Là, je pense au saumon à l'oseille. Allez, on se quitte avec l'eau à la bouche. Avec l'eau à la bouche, mais surtout avec Charles Trenet, qui a quand même marqué cette histoire de la Nationale 7. Donc ce soir, sur France 3 et sur France.tv à 21h, en route, quand la Nationale 7 révolutionna la gastronomie française. Stanislas Kralan, bravo et merci à vous. Merci à vous. Toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Voilà. Que l'on soit 2, 3, 4, 5. Et pas sûr qu'elles partent sur la Nationale 7, mais on sera avec la gagnante de Koh-Lanta. Gaëlle sera avec nous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Gaëlle, si ce bulletin est à votre prénom, alors vous remportez la revanche des 4 terres. Gaëlle! Vous remportez Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, Gaëlle, bravo! C'était à peine hier, Gaëlle, hein? Et oui, c'était à peine hier, Bonjour. J'ai l'impression que c'est un rêve. Bonjour, merci. Je vous ai vu vous illuminer quand vous avez entendu ce son de la victoire. Vous êtes toujours sur votre petit nuage. Comment vous vous sentez ? Mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai fait un rêve, mais en fait, je crois que c'est bien réel ce qui se passe, mais je suis sur un petit nuage de bonheur, c'est incroyable. Alors, il s'est passé quoi au moment où vous avez remporté cette victoire ? Je parlais d'un point de vue personnel, vous avez reçu combien de messages, d'appels ça a été quelque chose d'important ? Très, très important, oui. J'ai récupéré mon téléphone après l'émission et j'avais énormément de notifications. Pour tout vous dire, j'ai pas encore regardé parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Mais beaucoup d'amour. Je voyais les petites notifications apparaître, des félicitations, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est génial. Vous avez jamais pensé que vous étiez la gagnante? Parce que maintenant, nos auditeurs le savent, hein, c'est tourné très en amont. Et puis, tout est révélé lors du direct. Et c'est qu'à ce moment-là, d'ailleurs, que vous touchez le chèque. Vous n'avez jamais eu certain que vous alliez gagner?
Ah ben non, le doute, le flou est total, on ne sait pas, on est dans l'attente. Et en vrai, j'essayais de pas trop y penser, de vivre chaque étape de l'aventure, de la diffusion, voilà, un pas après l'autre. Et puis, donc non, c'était le flou total. On peut dire vous êtes resté sur les poteaux après plus de 2h30 d'efforts. C'est quand même une performance incroyable. Comment vous avez tenu aussi longtemps? Il se passe quoi dans la tête et physiquement? On est transcendé en fait. Là, j'étais vraiment dans ma tête, j'avais verrouillé quelque chose. Pour moi, cette épreuve, elle était pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. La douleur était bien présente, mais j'étais pas en lutte contre cette douleur. J'étais vraiment dans l'acceptation en me disant que ça faisait partie du jeu et que j'allais tenir. Je suis maman, j'ai mis au monde 2 enfants, donc c'est pas cette douleur-là qui allait me faire peur. Et du coup, j'ai tenu et dans ma tête, c'était impossible pour moi de tomber. Alors, il s'est passé 2 choses quand vous étiez sur les poteaux. La première, vous vous êtes mis à chanter. C'était quoi cette chanson et vous avez chanté quoi? C'est des chants un petit peu spirituels que j'ai pu chanter dans des retraites spirituelles ou dans des retraites de méditation. Donc, ce sont des chants qui me mettent dans un état d'apaisement et de calme total à l'intérieur de moi, où il n'y a pas de place pour le doute, il y a juste place pour le moment présent. Et donc, ces chants m'ont beaucoup accompagné à être en place, ancré. Alors, on va ouvrir nos chakras. Faites-moi une petite chanson pour que je médite. Mais non, mais pas. Là, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Ah. Et la deuxième chose sur le poteau, vous avez parlé avec votre papa qui est décédé et vous avez sur le poteau dit, vous êtes adressé directement à votre père. Vous pensez qu'il était là? Oui, à un moment donné, je me suis sentie un peu vaciller. J'étais vraiment épuisée, on le voit, je suis à bout de force. Et là, je dis, papa, aide-moi. Et j'ai senti sa présence, j'étais avec lui, il m'accompagnait et ce moment, on l'a partagé ensemble. Donc, ça m'a porté également, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'aventure, quel est votre parcours? Pourquoi est-ce que vous avez participé à cette émission? Et quels étaient vos atouts par rapport à une telle aventure? Alors, j'ai voulu participer parce que c'est un rêve de jeune femme. La première fois que j'ai postulé, je devais avoir 20 ans. Ah oui. Et c'est un rêve de jeune femme que je voulais réaliser. Je me suis dit, voilà, là, j'en ai 35. J'ai envie de réaliser ce rêve pour la jeune femme que j'étais. Parce que j'aime le dépassement de soi, parce que j'aime les défis, parce que j'aime la survie et je voulais me confronter à tout ça. Mais vous aviez un entraînement, vous avez un entraînement personnel. Vous êtes une grande sportive ou il ne faut pas forcément être très grand sportif pour faire Koh-Lanta? Il faut pas être forcément très grand sportif pour Koh-Lanta, mais moi, pour le coup, je fais pas mal de sport, 8 à 10 heures de sport par semaine parce que j'adore ça. Ouais. C'est mon truc. Donc oui, j'avais une grosse prépa physique pour aller là-bas. Et mes atouts, en première partie d'aventure, pour moi, c'est mon meilleur Koh-Lanta. Je vis mon meilleur Koh-Lanta. On est fort sur les épreuves. Ça passe toujours. Il y a une bonne entente dans l'équipe. Donc vraiment, je vis mon meilleur Koh-Lanta. On gagne des conforts, donc on mange un petit peu quand même. Et après, la réunification, c'est vraiment la descente aux enfers pour moi parce que je suis dépassée par toutes ces stratégies. Émotionnellement, ça m'impacte beaucoup. J'arrive plus à gagner d'épreuves, donc je perds carrément confiance en moi pendant une certaine phase de l'aventure, jusqu'à ce moment de l'orientation où j'en ai marre de me faire bluffer à tout va, et que je reprends confiance en moi en me disant non Gaëlle, là maintenant tu es au bout et tu vas aller jusqu'au bout. Et voilà. Et justement, vous avez revu cette épreuve d'orientation où vous avez une stratégie qui a été un peu contestée puisque vous suiviez le candidat presque pour choper ce que lui avait. Quand vous avez revu cette séquence, vous vous dites c'est du jeu, c'est pas du jeu? Alors quand je revois cette séquence, je me dis que j'aurais dû me faire confiance plus tôt. Parce que dès que j'ai eu tous les éléments, j'ai trouvé. Donc j'aurais dû rester focus clairement sur moi. Mais j'avais une énorme pression. J'avais face à moi Jérôme, le militaire. Pour moi, il allait trouver en 5 minutes chrono, il allait trouver. Donc j'étais un peu dépourvue. Donc je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas quoi, mais il faut que je fasse quelque chose pour avoir ma chance de trouver ce poignard. Donc, c'est pas la meilleure option, mais finalement, ça lui a mis un petit coup de pression. Il a perdu un peu ses moyens. Donc,
et ça me laisse plus de temps et d'espace pour moi trouver la balise, trouver le poignard derrière. Donc voilà. Vous avez beaucoup de tatouages. On en voit un pour ceux qui sont sur Facebook et le YouTube de Sud Radio. On voit évidemment vos tatouages, ceux qui ont suivi l'émission aussi. Est-ce que vous vous êtes fait un tatouage Koh-Lanta? Est-ce que vous êtes fait un totem ou quelque chose pour vous rappeler votre aventure Koh-Lanta? Et est-ce que vous avez l'intention de le faire? Alors, j'ai fait un premier petit tatouage, mais c'est plus pour rigoler et plus pour me souvenir d'un moment dans l'aventure. Donc, c'est moi en équilibre, vous savez, sur l'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Voilà, je me suis dessinée sur cette épreuve. Et voilà, c'est juste pour il est visible ou on peut pas le voir, nous, en vidéo? Il est où? Attention. Bon, c'est pas très radiophonique. Voilà, si, on le voit sur la cuisse. Ouais, on vous voit en équilibre sur le. Est-ce que vous allez en refaire un pour continuer la question de Gilles? C'est possible. La Rose des Vents m'attire beaucoup, mais c'est pas encore défini. Et vos filles, le visage de Denis Brognard. Vos filles ont réagi comment? Oui, tout le monde me propose cette option, mais je suis pas sûre. Mes filles, elles sont super fières, elles ont suivi tellement ça. heureuses. Ma grande, elle m'a dit, je te l'avais dit, c'est toi qui avais gagné. Elles ont été inquiètes pendant l'aventure. Vous avez été coupé de toute communication pendant 45 jours. Elles suivaient les émissions. Comment ça s'est passé pour elles? Alors, lors de la diffusion, pour elles ont regardé tous les épisodes avec moi. Et elles étaient stressées quand j'étais en danger. Elles étaient en colère quand les autres, ils m'aimaient pas trop. Ouais. Elles étaient joyeuses avec moi. Elles ont vraiment tout vécu à fond. Et elles avaient des yeux qui pétillent de fierté, quoi. Donc ça, pour une maman, ça vaut tout leur Mais c'est vrai que oui, vous êtes partis et ça a été diffusé après. Donc elles n'ont pas pu avoir peur en vous voyant, puisqu'à la diffusion, vous étiez rentrés. Les 100 000 €, vous allez vous en servir pour restaurer la maison de votre papa, c'est ça? Qui est décédé il y a quelques années? Complètement. Je vais restaurer cette maison. Pour moi, c'est la continuité. Je lui fais honneur en finissant cette maison et j'offre un joli foyer à mes filles. Donc, pour moi, ça, c'est plein de sens. Ça va accélérer les choses. J'ai fait beaucoup de choses par moi-même, avec des amis, avec des connaissances qui m'ont aidé comme je pouvais. Et là, ça va me donner un grand coup de pouce et ça va me faire gagner du temps et c'est top. C'est quand la prochaine fiesta avec tous les candidats? C'est pas encore défini, mais il va falloir organiser ça rapidement. Là, j'ai trop envie de célébrer avec eux. Là, c'est vrai qu'on était dans l'euphorie du moment. J'ai pas pu voir tout le monde et tout, donc il va falloir organiser ça rapidement. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir été avec nous ce matin. Bravo, félicitations. Vous avez remporté cette nouvelle édition de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Merci à vous. Vous et nous, on se retrouve. Oui, absolument. On se retrouve, et moi, je ferai pareil. On se retrouve dans un instant pour les débats. Merci à vous, Gaëlle. À suivre sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord.